Le journal de 13h sur RTI 1. Mesdames, Monsieur, bonjour. Passons en revue les titres de cette édition. Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara sont annoncé la dissolution des associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical sur l'ensemble du territoire ivoirien et la suspension jusqu'à nouvel ordre de 26 meneurs de la grève dans le secteur éducation, formation, santé. Les activités de la pêche reprennent à partir de demain, 1er novembre 2024, sur les lacs de Bouillot et de Kossou après un repos biologique observé sur ces deux plans d'eau pour reconstituer les populations de poissons et assurer la pérennité de l'activité halieutique. Nous verrons l'actualité internationale avec ce deuil national de 3 jours qui débute aujourd'hui en Espagne après les inondations catastrophiques à Valence. Le dernier bilan fait état de près de 100 morts et de nombreux disparus. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé donc la réunion du gouvernement hier. Des sujets d'intérêt nationaux ont été retenus. Au nombre de ces sujets, on retient sur le secteur éducation-formation une mesure de dissolution des organisations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical sur l'ensemble du territoire national. Il est aussi annoncé, décidé la suspension jusqu'à nouvel ordre de 26 meneurs principaux de la grève dans le secteur éducation, formation, santé. Une grève dite illégale dans le contexte de trêve sociale, suivant ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara retrouve l'équipe gouvernementale pour plancher sur la vie de la nation. 20 points à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres qui annonce la dissolution des associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical sur toute l'étendue du territoire. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créés et exerçant dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Dans le secteur de l'éducation, la suspension jusqu'à nouvel ordre des meneurs de la récente grève. Les meneurs principaux, au nombre de 26, ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Sans préjudice des poursuites pénales, dont sera saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction de biens publics ou privés, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Au niveau de la fonction publique, le bilan de l'opération de contrôle électronique de présence au titre de l'année 2023 épingle 1877 agents absents ou non contrôlés qui font l'objet de mesures immédiates. Notamment la suspension de soldes qui leur ont été notifiés par voie de communiqué. Les fonctionnaires et agents de l'État concernés peuvent encore saisir le Conseil de discipline pour l'analyse et le rétablissement éventuel de leur situation. Pour faire face aux défis de la cybersécurité, l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information, voit le jour. Ce nouvel organisme concentre toutes les attributions anciennes dévolues aux organes de lutte contre la cybercriminalité. Le pays renforce son engagement pour le climat avec la finance verte. Cette plateforme est chargée de la coordination des financements verts et durables. Elle intègre spécifiquement
le développement d'une architecture nationale de l'information financière verte, la mise en place d'une taxonomie de transition et d'une tarification carbone appropriée ainsi que le développement d'un cadre de suivi des financements verts à travers l'outil de mesure de notification et de vérification pour la finance verte. Illustration parfaite, l'approbation de Kong Solaire, une centrale solaire de 50 MW dans la région du Tchologo, précisément à Kong. Elle prévoit une production annuelle de 92 304,36 MWh avec un ratio de performance de 84,44% et un taux de disponibilité de la centrale solaire à 99% pour un coût de 37,45 milliards de francs CFA. Le Conseil salue les progrès du PSGouv à fin septembre 2024 dans les domaines de la santé, notamment pour le couple mère-enfant, l'insertion des jeunes dans différents programmes, dont le service civique, et les travaux avancés des centres de formation avec de bonnes perspectives pour le PGDEC 3. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur le rapport Gafi porté sur la Côte d'Ivoire qui inscrit le pays sur sa liste grise. L'occasion pour lui d'inviter les politiques à privilégier en tout temps l'intérêt supérieur de la nation. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. La Côte d'Ivoire a adhéré à ce processus et la Côte d'Ivoire entend remplir tout ce qui lui est demandé, toutes les conditionnalités. Je voudrais rappeler qu'il y avait 82 indicateurs. C'est 14 que nous n'avons pas encore atteints et on nous donne 2 ans pour les atteindre. Dans le cadre de la COP29, le vice-président de la République sera en Azerbaïdjan du 10 au 15 novembre prochain. Le Conseil des ministres à venir est annoncé pour le 20 novembre. Dans le secteur halieutique, une mesure de fermeture de la pêche est levée. Nous partons pour cela dans l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire où on se prépare à la reprise de la pêche sur les lacs de Bouillot et de Kossou. C'est donc la fin du repos biologique. Les populations de poissons ont pu donc se reconstituer, ce qui assure la pérennité de l'activité halieutique. Lanciné Bakayoko. Après 2 mois de fermeture, les activités de pêche reprennent ce 1er novembre sur les lacs de Kossou et de Bouillot. Cette fermeture saisonnière des pêches ou repos biologique, une mesure capitale pour exploiter durablement les ressources halieutiques au profit des générations actuelles, tout en préservant les intérêts des générations futures. Pour renforcer les acquis issus de ce repos biologique mis en œuvre sur les différents plans d'eau, mon département doit s'adapter aux défis suivants. L'usage des engins de pêche non réglementaires et les techniques de pêche prohibées, le respect de la réglementation, la lutte contre la pêche illicite. Autant dire que cette réouverture appelle à davantage de responsabilités. Dans tous les cas, les activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches devraient être renforcées. Je vous invite tous à célébrer ce retour à la pêche avec un engagement renouvelé envers les pratiques durables. Ensemble, veillons à ce que nos eaux continuent d'abonder en vie et maintiennent leur richesse halieutique pour une contribution significative à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Le repos biologique est en vigueur dans les pêcheries marines depuis 2023 et a été étendu progressivement aux autres plans d'eau, notamment les lagunes Abi et de Grand Laou, ainsi que les lacs de Bouillot et de Kossou en 2024. La fermeture se déroule entre juillet et octobre. Il y a aussi du mouvement qui s'annonce dans le secteur de l'évéaculture avec le lancement d'un programme national d'identification des planteurs et des plantations d'EVA de Côte d'Ivoire. Le secteur souhaite ainsi l'appropriation du règlement déforestation de l'Union européenne. On en sait plus dans ce développement de Jean-Luc Bongbo. Établir une base de données unique des planteurs et des plantations d'EVA de Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif du programme national de géoréférencement EVA lancé par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Identifier la plantation, identifier le propriétaire et mesurer la surface de la plantation, c'est ce qu'on appelle le géoréférencement. Planteurs, moniteurs, chefs secteurs,
Contrôleurs et autres acteurs de la chaîne des valeurs et véhicoles ivoiriennes sont invités à s'impliquer dans cette opération de géoréférencement en vue de faire face aux défis de la commercialisation, notamment le règlement déforestation de l'Union européenne. Tous planteurs qui n'auront pas fait identifier pendant cette opération, se faire géoréférencer pendant cette opération, il aura des difficultés pour livrer ses productions aux usines conformément aux directives de l'Union européenne. L'opération de géoréférencement prend fin le 31 décembre 2024. Rappelons que la Côte d'Ivoire enregistre une production de 1 678 000 tonnes de caoutchouc naturel depuis 2023, soit 80% de la production du continent et environ 10% de la production mondiale. Le pays se positionne au premier rang africain et troisième rang mondial derrière la Thaïlande et l'Indonésie. Et à présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le vendredi 1er novembre 2024, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est signé du ministre Adama Camara. Le système de vidéo-verbalisation est un succès en Côte d'Ivoire. S'il participe à préserver les vies sur les routes, c'est surtout un apport conséquent pour les caisses de l'État. Et après 3 ans d'utilisation ici en Côte d'Ivoire, notre pays sert d'exemple au Cameroun. Nous en parlons avec Juliette Ouya. Le Cameroun s'imprègne des connaissances et du savoir-faire ivoirien en matière de systèmes de transport intelligents. 6 représentants de la direction des transports routiers du Cameroun ont eu une séance de travail avec la direction générale des transports terrestres et de la circulation. La délégation camerounaise a ainsi visité 2 structures sous tutelle du ministère des Transports, notamment le centre de commandement provisoire des opérations de transport routier et le centre de gestion intégré dans la commune de Cocody. Nous avons beaucoup appris et nous allons essayer de copier ce modèle au Cameroun. Nous félicitons tout ce qui a été fait et qui continue à être fait. La partie ivoirienne a réitéré son soutien à ses hôtes camerounais. Le Cameroun est en train de copier sur le modèle ivoirien et cela nous satisfait. Ça dénote de ce que la Côte d'Ivoire a pu faire sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et sur les instructions du ministre Amadou Koné, on va garder les contacts, on va continuer les échanges de sorte à ce qu'on puisse partager l'expérience que nous avons eue en implémentant toutes ces réformes que l'État de Côte d'Ivoire a décidé au niveau du transport. En Côte d'Ivoire, le déploiement de la vidéo-verbalisation pour lutter contre l'incivisme sur les routes est entré dans sa phase active en septembre 2021. Des panneaux à messages variables sensibilisent les populations, 25 radars mobiles et 185 caméras de surveillance alimentées à l'énergie solaire sont réparties à travers le pays. Et nous partons dans nos régions et commençons par la côte atlantique où il souffle un air nouveau sur les établissements sanitaires, précisément ceux d'Assouandé. Leur mobilité est améliorée par une ambulance médicalisée, une solution pour les services de santé médicaux, les services de secours médicaux et de soins d'urgence. Ami Diarasouba nous en dit plus. Le centre de santé rural du village d'Assouandé se renforce. Il a reçu une ambulance médicalisée, un don du conseil municipal d'Assini Mafia. Ce geste qui apporte du réconfort à la population fait partie de l'agenda d'action de la municipalité, aidée en cela par ses partenaires. Aujourd'hui, l'ambulance est prête à servir la population d'Assouandé puisqu'elle est affectée au centre de soins de la ville. Depuis on est arrivé à la tête du conseil municipal en septembre et avec le soutien des conseillers municipaux, j'ai décidé d'inscrire la santé au nombre des priorités du développement local d'Assini Mafia. D'autres réalisations sont prévues dans la localité au profit des populations.
Nous partons dans la région du Kabadougou où la sensibilisation sur le cancer du sein s'achève sur une belle note. Un don d'une valeur de 200 millions de francs CFA, uniquement du matériel médical à l'hôpital de Madinani. Kader Sogodogo. Chaque année, le mois d'octobre est celui de la lutte contre le cancer chez la femme. À Madinani, dans la région du Kabadougou, le député maire de la localité profite de la célébration d'Octobre Rose pour offrir à la maternité de la localité un lot de matériel sanitaire d'un montant d'environ 200 millions de francs CFA. Il a également offert une séance gratuite de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus en faveur des femmes de Madinani. Le cancer du sein reste l'une des principales causes de mortalité chez les femmes. Dans notre pays, pourtant, lorsqu'il est détecté tôt, les chances de guérison sont considérablement augmentées. C'est pourquoi nous encourageons vivement toutes les femmes, les jeunes ou les plus âgés à se faire dépister et assurer leur santé. Les autorités locales traduisent leur reconnaissance aux donateurs et lancent un appel à tous les autres cadres de la localité. Je demande aux femmes, aux jeunes filles concernées qui sont en tranche d'âge de venir nombreuses se faire dépister. C'est gratuit. Si malheureusement il y a une qui a ce mal-là, elle sera prise en charge. Octobre Rose est bien plus qu'une simple campagne de sensibilisation. C'est un moment clé pour informer et mobiliser contre une maladie qui touche des millions de femmes chaque année à travers le monde. Voilà donc Octobre Rose, campagne mondiale sur la lutte contre le cancer du sein. Et à Bouaké, la sensibilisation s'écrit avec l'ONG Lion d'Afrique. Elle milite pour le dépistage précoce et la prise en charge rapide des cas. William Skakou et Sorokorna. Octobre Rose, quelle action entreprendre pour prévenir le cancer du sein? C'est le thème de la journée de sensibilisation contre la maladie à Bouaké. Une action de l'ONG Lion d'Afrique. Objectif: sensibiliser les populations sur les gestes préventifs et les encourager à aller se faire dépister. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes filles de connaître les causes du cancer du sein. Parce que beaucoup de jeunes filles vivent vraiment dans l'incertitude. N'attendons pas Octobre Rose pour nous intéresser au cancer du sein. Toute femme doit venir au moins se faire dépister. Si elle n'arrive pas à faire son autopalpation, en se rendant dans un centre de santé, non seulement l'agent de santé va faire son premier dépistage et puis par la suite lui montrer comment le faire elle-même. Les participants saluent l'initiative. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'on va dire que la sensibilisation au niveau du cancer du sein, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là, puisqu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas vraiment informées à ce sujet. Créée en 2020, l'ONG Lion d'Afrique œuvre pour la promotion du leadership féminin et de l'entrepreneuriat. L'organisation non gouvernementale est présente à Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo. Action similaire à Agnibi-les-Cros où prévenir le cancer du sein passe par l'information sur la maladie et les moyens d'en guérir. Les femmes ont aussi été enseignées sur les gestes d'auto-palpation du sein. Khalil Diomandé. Les femmes de l'ONG Nzrama vont debout contre le cancer du sein. Elles sillonnent les rues d'Agnibi-les-Cros dans la région de Lindenier-Duablin pour informer les populations sur la maladie et les méthodes de prévention, notamment l'autopalpation et le dépistage précoce. Nous avons initié ces activités-là parce que le plus souvent, ce genre d'activités sont plus menées dans les grandes villes au détriment des petites. Et pourtant, nous devrions être au même niveau d'information. Ce que j'aimerais dire aux femmes du Duablin, c'est que le cancer du sein tue. Et aujourd'hui, nous voulons les informer sur cette maladie, les emmener à se faire dépister. On a appris des choses concernant le cancer du sein. Vraiment, on remercie notre sœur. Vraiment, je l'encourage pour que l'année prochaine, elle puisse faire encore plus que ça. Ensemble, disons non au cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Pour cette première édition d'Octobre Rose à Agnibi-les-Cros, l'ONG Nzrama s'est employée à mobiliser des fonds afin d'offrir des kits de dépistage aux différents centres de santé et des prothèses mammaires aux victimes de cancer du sein.
Voyons à présent la journée portes ouvertes de l'Agence universitaire de la francophonie. Elle s'est tenue à l'École normale supérieure d'Abidjan, une 4e édition qui a offert des opportunités de formation et d'avenir aux étudiants en termes de bourse et de recherche. Le développement de Générosa Aquadio et Khalid Diomandé. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, se dévoile au grand public dans toutes ses composantes le temps d'une journée portes ouvertes. Les participants issus de toutes les catégories socio-professionnelles sont édifiés sur les opportunités de formation et projets de recherche qu'offre l'AUF. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie puisque ça nous permet d'avoir certaines ouvertures sur d'autres horizons et des opportunités dans les années à venir que nous pouvons exercer comme apprenants et aussi en expertise. Cette 4e journée portes ouvertes est l'occasion pour l'AUF de dresser le bilan des actions menées ces dernières années en réaffirmant son engagement à soutenir l'excellence académique et la mobilité au sein de l'espace francophone. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de nous faire confiance afin que nous puissions améliorer la pédagogie et l'enseignement en Côte d'Ivoire. Cela se décline par la construction de 16 espaces numériques, de 7 studios d'enregistrement de cours en ligne, de 13 rapides MOOC qu'on a mis à la disposition des enseignants, aux étudiants de fréquenter le campus numérique francophone ou le centre d'employabilité francophone. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est satisfait de la collaboration et se réjouit de la présence de cet organe dans notre pays. Et nous voulons remercier tous les responsables de cet organe pour la collaboration significative qu'ils apportent au rayonnement de l'enseignement dans notre pays. Créée en 1961, l'Agence universitaire de la francophonie est le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 universités et centres de recherche issus de 120 pays. Éducation à une plus petite échelle à Bokanda, où succès scolaire et récompenses vont de pair. La preuve avec cette remise de prix aux meilleurs élèves de la ville. Patricia Omouetia. Célébrer l'excellence scolaire et les performances académiques des élèves, c'est tout le sens de cette cérémonie ici à Bokanda qui suscite une grande motivation du personnel enseignant et des élèves qui s'engagent à renforcer l'excellence dans les établissements scolaires de Bokanda. Il y a un bâtiment de 3 classes qui est prévu pour remplacer le bâtiment en matériaux précaires. Et puis, compte tenu de l'état de dégradation avancée du bâtiment existant, nous allons faire en sorte que les travaux prennent en compte la réhabilitation de ce bâtiment. La cérémonie était rythmée par des présentations artistiques où les élèves ont fait montre de leur savoir à travers sketchs et danses dans une ambiance festive. Les performances ont été suivies par la remise de récompenses aux meilleurs élèves ainsi qu'aux majors de l'école. Plusieurs discours des autorités et du personnel enseignant ont clôturé la cérémonie tout en félicitant les lauréats à poursuivre leurs efforts pour atteindre l'excellence. Et vu qu'on parle de célébration, partons à Grand Bassam où se déroulent les festivités de l'Abissa. La période est ouverte depuis le 27 octobre et s'achève samedi. Un événement culturel du peuple Ndima Kotoko. La jeunesse présente a été initiée au rite Abissa, un legs aux jeunes générations Ndima que raconte Davy Soyo. Le lundi de l'Abissa est dédié à la jeunesse. Au palais royal, cette frange importante du royaume échange et communie avec son roi Aoulé Amontanoé. Leur intérêt pour la culture impressionne les rois venus du Ghana. Qui souhaitent qu'à travers ce mouvement que nous avons donc créé ici au niveau de l'Abissa, qu'on puisse les aider à faire monter aussi leur Abissa. Le roi a dit d'accord, puisque c'est la même culture, c'est la même institution. Donc on fera ce qu'il faut faire pour que l'Abissa aussi se relève. Les jeunes Nzima sont ainsi mis en mission par le roi ghanéen pour susciter l'engouement des jeunes Nzima du Ghana autour de l'Abissa, patrimoine commun des deux pays. La culture reste la culture et nous demeurons Nzima, donc nous devons valoriser notre culture et c'est de pérenniser l'Abissa. Aujourd'hui, les rois qui sont au Ghana ont compris que la jeunesse ici, c'est mieux comme une seule personne, ce qui ne se fait pas là-bas. On va les aider à arriver à ce que ce peuple-là se relève et que l'Abissa soit fêtée aussi bien au Ghana comme à Bassam. Direction la place Abissa, où les élèves instrumentistes et danseurs s'exercent. Ils sont en formation pour assurer la pérennité de l'Abissa.
son des 3 rythmes de l'Ndombole, les jeunes issus des villages et quartiers du royaume se relaient à tour de rôle pour démontrer leur maîtrise de la danse abissa. La journée dédiée à la jeunesse Nzima est également le lieu de présenter la Boma, premier tambour femelle et première épouse de l'Ndombole. Voilà l'Abissa, richesse culturelle du peuple Nzima Kotoko. S'il y a un fait qui sera compté sur des générations, c'est bien l'extraordinaire victoire des éléphants sur la CAN 2023. Un trophée bien mérité qui est présenté au personnel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la Fédération ivoirienne de football. Jean-Sylvain Resso. Le général Abdoulaye Koulibaly est le premier membre de la communauté aéroportuaire de Côte d'Ivoire à soulever le trophée de la CAN 2023. Ma fierté est encore plus grande en ce sens que nous célébrons à nouveau la victoire de nos éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce moment est non seulement un symbole de notre passion pour le football, mais aussi une véritable célébration de l'unité et de la détermination de notre nation. En ce jour symbolique, prenons un moment pour célébrer non seulement cette victoire, mais aussi l'esprit d'unité et de collaboration qui nous anime. Premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Malik Toué, a exprimé sa reconnaissance envers la communauté aéroportuaire pour sa contribution au succès de la CAN. Je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude pour le rôle déterminant que vous avez joué dans le succès de la récente Coupe d'Afrique des Nations et le sacre de notre équipe nationale. Votre contribution à cette victoire va bien au-delà des simples infrastructures. Elle témoigne d'un véritable esprit de collaboration et d'une passion partagée pour le football ivoirien. Vous avez su mobiliser vos équipes pour garantir le bon déroulement de cet événement. Et pour cela, nous vous en sommes profondément reconnaissants. À tour de rôle, chaque entité de la communauté aéroportuaire a immortalisé ce moment avec le trophée. Et un mot sur le processus électoral. Les organisations apolitiques mobilisent les populations pour une grande participation au processus de révision de la liste électorale. La participation particulière également est souhaitée des nouveaux majeurs. Voyons l'action dans la commune de Marcory de la COSACI, la coalition des organisations pour la stabilité africaine avec Ouredou Kwasio et Walter Amadou Ouattara. La révision de la liste électorale en cours est au cœur des activités politiques et des mouvements de la société civile. La coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion, COSACI, exhorte la population à se faire enrôler massivement. Une invitation formulée au cours d'un rassemblement tenu dans la commune de Marcory. Nous venons de mettre en mission l'ensemble des membres de notre organisation. Nous avons reçu des instructions véritablement de la hiérarchie. Nous avons décidé de choisir le président Alassane Ouattara comme notre modèle. Pour choisir un homme comme le président Alassane Ouattara, il faut être constant. C'est dans cette logique que nous avons mis en mission tous ces jeunes pour leur dire d'aller faire des porte-à-porte pour nous permettre véritablement d'atteindre l'objectif qui est de vraiment de faire enrôler le maximum des jeunes. Les initiateurs veulent ainsi contribuer à la mobilisation pour l'inscription d'un grand nombre de populations du district autonome d'Abidjan. Ils doivent aller partout où besoin se fait sentir pour aller chercher leurs camarades, les primo-votants, et les faire inscrire sur la liste électorale. Parce que 2025, c'est maintenant. Et il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Depuis le 19 octobre jusqu'au 10 novembre, nous avons ce laps de temps-là pour aller inscrire les primo-votants sur les listes électorales. La COSACI, à travers sa coordination, veut encourager plus de 100 000 primo-votants à s'inscrire sur la liste électorale d'ici le 10 novembre 2024. L'actualité hors de nos frontières à présent, les élections au Botswana, un scrutin général qui doit porter à la tête du pays le prochain Parlement, lequel élira le nouveau président. Une forte participation a été enregistrée hier. Le président sortant, Mokwetsi Masisi, demeure le favori, mais l'opposition, bien que divisée, est déterminée à faire entendre sa voix après avoir émis des craintes sur l'intégrité du processus électoral, sachant aussi que le décompte des voix a débuté immédiatement après la fermeture des bureaux de vote et les résultats de ce scrutin sont attendus d'ici ce soir.
Les inondations catastrophiques à Valence en Espagne. L'Espagne qui entame ce jeudi un deuil national de 3 jours à compter donc de ce jour. La région de Valence a été frappée, on le rappelle, dans la nuit de mardi à mercredi par les pires inondations depuis les années 80. Le dernier bilan fait état de près de 100 morts et de nombreuses personnes disparues dans cette région principalement qui est la plus touchée. Sanchez Pedro, le chef du gouvernement, est attendu sur place ce jeudi. Et voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez à 20h un nouveau journal et je vous dis à demain, même heure, même chaîne.